Chers amis, bonjour. Les passions d'un Hébreu cette semaine. Le rapport annuel fin 2020 sur les agressions sexuelles et l'inceste en Israël. Je l'ai écrit et publié, mais je veux le dire et le rendre audible, car nous devons mettre ces sujets sur le devant de la scène au quotidien. À l'ombre de l'épidémie, implication de la crise du coronavirus sur les victimes d'agressions sexuelles. Le rapport annuel de l'année 2020 présenté devant la Knesset montre une très forte augmentation de ces agressions et de l'inceste au sein de la famille. Restez assis, plus 33%. Le verset qui m'est venu à partir du livre des Lamentations, Eicha, chapitre 1, verset 16. Voilà pourquoi je pleure, mes yeux ruissellent de larmes, car autour de moi, il n'est personne pour me consoler, pour relever mon courage. Mes fils sont dans la désolation, car l'ennemi l'a emporté. Je ne peux pas supporter l'idée de rentrer chez moi, écrit M, jeune femme de 21 ans qui a grandi dans un foyer violent et fait actuellement partie de l'armée régulière en Israël. L'armée est son refuge, nous dit-elle. Elle espère l'annonce d'un couvre-feu, confinement, afin de ne pas avoir à rentrer chez elle et devoir se souvenir de visions, d'odeurs, de sentiments si puissants qu'elle s'efforce d'oublier chaque jour, entendez bien. Environ 54% des messages par chat au centre d'aide aux victimes de ces agressions, hommes et femmes, concernent des abus subis au sein même de la famille. La grande majorité des cas révèlent un inceste, le reste d'un préjudice contre le conjoint. Environ 30% des communications proviennent de garçons et de jeunes filles mineurs. Dans le contexte actuel, nous sommes tous obligés de rester à la maison pour nous protéger de cette pandémie qui sévit dans le monde. Mais pour eux, pour elles, cette maison est probablement devenue l'endroit le moins sûr. C'est cette épidémie-là que nous avons tendance à nier. Ma maison est ma forteresse, nous a rappelé à tous le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Fameuse phrase doublement vraie dans la réalité qui nous est imposée. Mais en temps de crise et de confinement, la nécessité de s'enfermer chez soi augmente les risques d'agression sexuelle d'une part et les réactions post-traumatiques des cicatrices du passé d'autre part. Violation du quotidien, solitude suite aux nouvelles restrictions, retour forcé à la maison, plus d'école, plus d'université, plus d'emploi, vie sociale et sociable mise en pause, tout cela condamne les victimes, bien malgré elles, sur les lieux mêmes du crime. À ce moment précis, le sentiment d'incertitude et la perte de tout contrôle sur la situation peuvent réveiller des douleurs ressenties lors des abus sexuels du passé. Au cours de ces drames, la victime se sentait impuissante face à l'innommable. Le parallèle devient trop criant et la conduit souvent vers de terribles souvenirs et une réaction post-traumatique aux blessures, toujours de ce passé douloureux. Qui plus est, devant la réelle difficulté de retourner au domicile où le crime s'est produit et devoir faire face aux conséquences dramatiques de la mémoire vivante, la situation actuelle invite ou crée, bien entendu, des terrains à risque supplémentaires. Tel est par exemple l'intérêt soudain, empathique, de l'agresseur pour des proches ou ex-conjoints abusés sexuellement par le passé, qui profitent de la crise mondiale pour se rabibocher sous prétexte d'une soi-disant inquiétude pour la sécurité de ses ex-victimes. M nous raconte, il a appelé. Entrer en contact du seul fait de cette crise, c'est s'octroyer le droit de pénétrer à nouveau dans leur vie avec une excellente excuse. La surprise et l'impréparation à ce regain d'intérêt conduiront très souvent nos victimes vers un état de prostration, comme si la menace frappait à nouveau. À ce moment-là, justement, c'est l'un des mécanismes de réponse. Elle nous écrit car elle se sent à nouveau profanée. Le traumatisme résonne comme s'il se passait maintenant. Elle redevient la fillette de 5 ans
Et perdant la jeune fille de 25 ans qu'elle avait réussi à devenir, elle retombe une nouvelle fois sous son emprise. L'épidémie de Corona a également entraîné une cessation partielle des suivis psychologiques des victimes. Ces traitements étaient une bouffée d'oxygène pour de nombreuses personnes qui souffraient de déchirures suite à une ou plusieurs agressions sexuelles. D'autres ont récemment pris leur courage à deux mains pour dénoncer leurs drames, dévoiler leurs blessures et recevoir les soins adéquats. Force est de reconnaître, mes amis, malheureusement qu'elles devront patienter encore avec leurs plaies béantes pendant une période inconnue. En ces temps de crise, dans les centres d'assistance aux victimes, le système a été renforcé autant que possible. Ils fournissent une réponse préliminaire sûre et anonyme. En plus des anciennes lignes d'assistance téléphonique, il est également possible de les contacter par écrit et de recevoir une réponse immédiate, personnelle et sécurisée. Au jour d'aujourd'hui, lorsque certains d'entre nous ont du mal à trouver l'intimité nécessaire pour cet appel téléphonique aussi personnel que déchirant, il est heureusement possible d'écrire un message et d'obtenir de l'aide depuis le canapé du salon sans que personne ne le sache. La perception de la maison, comme scène de guerre et dans certains cas comme scène d'homicide familial, est incompatible avec la perception du nid chaleureux et affectueux auquel la plupart d'entre nous, garçons et filles, sommes habitués. Si c'est votre cas, je vous en supplie, ne restez pas seul. La culpabilité et le sens des responsabilités font partie intégrante du préjudice causé par l'inceste. La culpabilité naît presque simultanément avec l'agression sexuelle elle-même, et plus l'agression dure longtemps, plus grande sera la culpabilité. Cela découle du fait qu'en règle générale, il n'y a vraiment eu aucune objection aux actes commis, même si ces derniers étaient manifestement offensants, et il est difficile pour la victime de s'expliquer pourquoi elle ne s'y est pas opposée. Elle ne sait pas comment décrire les relations de pouvoir inégales entre elle et le délinquant. Le criminel est une personne proche et faisant autorité dont le rôle est de prendre soin, de protéger normalement. Dans de nombreux cas, le criminel est menaçant, voire effrayant, il peut même essayer de rejeter la faute sur sa victime, dans la plupart des cas d'ailleurs. Dans d'autres, l'agresseur donne à la fille le sentiment qu'elle est unique et qu'elle tient désormais une place privilégiée grâce à ses relations obséquieuses avec lui. Cette ascendance maléfique génère chez elle le ressenti que ses faits et gestes lui offrent certains avantages en échange de son silence. Elle éprouve parfois une certaine empathie envers l'agresseur malgré ses actes. Cependant, dans la plupart des cas, il y a une peur paralysante de briser la famille si le secret était révélé. La victime a le sentiment que le maintien de l'unité familiale relève de sa responsabilité et dépend de son silence. Elle a aussi quelquefois l'impression d'être garante de la sécurité du reste de la famille. Elle se sacrifiera pour le bien de la fratrie, par exemple, ou pour le bien de la mère. De temps en temps, le sens de cette responsabilité se reporte sur le criminel lui-même, et la pensée de dénoncer ses actes lui causerait un préjudice peut-être très fâcheux. Dans tous les cas, la conclusion est une. Il vaut mieux garder le silence. Le silence et la prostration ne sont pas identiques, mais dans le cas de l'inceste, ils sont étroitement liés. Comme je l'ai mentionné précédemment, le mutisme découle de la culpabilité et du sens des responsabilités, mais aussi, souvent, en raison de la blessure entaillée dès le plus jeune âge. La victime n'avait pas, alors, les mots pour expliquer ce qui se passait. Le silence vient également du sentiment qu'il n'y aura personne pour entendre. La plupart de ceux qui ont subi un tel préjudice déclarent avoir tenté d'exprimer leur détresse, mais en vain. Alors, elle a appris à se taire. Le silence et la prostration découlent tous deux de la peur. La prostration est un mécanisme naturel qui survient face à une menace, tout comme nous voyons dans la nature
Un lapin statufié devant les lumières d'une voiture qui se dirige rapidement vers lui. Lorsque la blessure se poursuit, elle devient un détachement de soi, connu également sous le nom de dissociation. Le sentiment d'être là sans y être, d'être hors du corps et hors de la situation. Parfois, celle-ci est si totale qu'il n'existe plus aucun souvenir de la tragédie. Tout cela est le résultat de notre mécanisme de dissociation de nous-mêmes lors d'un événement difficile et menaçant. Ce détachement de soi permet au corps et à l'esprit de tolérer des choses insupportables et permet également un fonctionnement quotidien car sans la capacité de se dissocier des horreurs, il serait impossible de vivre. Son prix est un sentiment de léthargie émotionnelle, un sentiment de distance par rapport au monde, un manque d'appartenance et de solitude. Personne ne comprend vraiment. Personne ne peut vraiment aider. Chacun vit sa vie. Tout le monde est heureux, ambitieux, aimant. Et vous ne faites pas partie de ce monde, seulement en apparence. Un autocollant dans la salle de bain qui dit « Vous n'êtes pas seul » et un coup de téléphone des centres d'aide est certes encourageant, mais n'accompagne pas vraiment la solitude abyssale, conséquente de l'agression. Toute personne ayant vécu un choc traumatique se ressent comme séparée du reste du monde, isolée dans sa souffrance, dans son incompréhension à jamais. D'autant plus vrai dans les cas d'inceste. Lorsque la victime supporte ce secret, un secret terrible et sombre, partagé avec le seul criminel. Découvrir d'autres cas dans les médias n'est pas plus réconfortant, même si certains ont une fin heureuse. Pour l'information, la victime est un sacrifice innocent et le criminel un monstre. Mais pour la plupart, sinon la totalité des victimes, la tragédie n'est pas si dichotomique. Les ressentis se mêlent parfois de l'amour et de la compassion pour l'agresseur, une haine de soi si profonde qu'il faudra beaucoup de temps pour s'en remettre. La haine de soi, la torpeur émotionnelle, la perte du contrôle de soi, tout cela, et plus encore, provoque de graves symptômes pouvant apparaître pendant et même après la cicatrisation de la blessure. Des symptômes tels que des troubles alimentaires, automutilation, consommation de drogue et d'alcool, dépression, suicide, difficulté à établir une relation de confiance, difficulté à persévérer dans un travail, à l'école, troubles dissociatifs à divers degrés, victimisation, difficultés liées à la sexualité et au rapport sexuel. Toutes les personnes porteuses de tels syndromes révèlent pour la plupart des agressions et traumatismes sexuels à un plus jeune âge. Prêtez-y attention. Pendant des années, les crimes incestueux étaient absents du débat public, bien qu'ils soient considérés comme un tabou et un péché dans la plupart des cultures et des religions. Depuis ce jour et cette heure, je vous en supplie, prêtez garde, faites attention, nul n'est à l'abri de ces criminels maudits. Shalom, shalom.